Nous avons inauguré la formule du rapport d'étonnement l'an dernier et on a trouvé que c'était très intéressant. Et donc cette année, une fois de plus, nous avons demandé à deux personnalités qui connaissent bien ce monde, mais qui ne sont pas forcément au cœur d'un montage, d'une semelle, etc., mais de venir nous faire part un petit peu de ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont perçu de cette journée. Christophe Bourillon, donc président de l'association des professionnels du yachting, et Véronique Tourelle-Clément, déléguée générale de l'Union des ports de plaisance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco. Venez me rejoindre. Alors, je ne sais pas comment vous voulez faire, si vous faites ça en tandem au pupitre, assis. Qu'est-ce que vous avez prévu? Un pas de deux, une valse? Hein, vous vous asseyez. C'est pas gagné. Asseyez-vous là. Voilà, vous avez un micro sur votre droite. Et ben, je vous laisse parler. Je vais commencer, je te laisse la partie grande plaisance. Bon, bonjour à tous. J'ai pris la parole un petit peu en avance tout à l'heure. Donc en fait, moi j'ai écouté attentivement toute la journée tous les intervenants et je suis même arrivée fort tôt parce que j'avais très peur de la grève. Dans mon rapport d'étonnement, j'ai noté plein de choses. Alors j'ai une page sur du négatif et 2 pages sur du positif. Donc déjà ça s'annonce fort bien. On commence par quoi? On va commencer par le négatif parce que à l'Union des ports de plaisance et moi-même je suis quelqu'un de très positif et puis je pense que voilà, on va y aller dans ce sens-là. Déjà, je voudrais dire qu'il y a pléthore d'offres d'entreprises. Pléthore d'offres d'entreprises sur des secteurs très très proches où souvent on nous sollicite en nous disant oui mais alors moi il y a ceci, il y a cela à un détail près. Désolé, on comprend pas. On a du mal à faire le tri sur la bonne offre, celle qui fonctionne le mieux, celle qui fonctionne pas. Quand on en est une icône de plus ou une icône de moins sur une appli, j'avoue que moi j'ai du mal à faire le tri parce qu'en plus je suis sollicitée environ 10 fois par semaine et les gestionnaires de port qui sont dans des petites équipes pluritâches, qui font toute la journée qui gèrent leur port toute la journée avec une multitude de tâches, on n'est pas capable de comprendre. Donc là, de grâce, de temps en temps, de la simplification et parlez-vous entre vous pour trouver finalement une solution qui peut nous aider, quoi. Voilà, parce que là, franchement, il y a des moments, c'est pas compréhensible. Ensuite, il y a autre chose qui m'a un peu frappée, c'est aussi, et c'est en lien avec les entreprises, mais aussi avec certaines associations, de partir de postulats qui sont faux, notamment sur des plaisanciers qui ne feraient pas ci ou qui ne feraient pas ça, pour justifier son action. Là aussi, pour justifier son action, un peu d'honnêteté intellectuelle et arrêtons d'être dans une approche manichéenne. Il y a le vilain plaisancier d'un côté, il y a les bons qui protègent la posidonie. Ben non. Il y a plein de plaisanciers, on l'a vu depuis 20 ans, et je rends grâce à Ecogest qui fait vraiment un travail formidable et qui fait un travail de coordination entre plein d'associations de sensibilisation à l'environnement, qui prend des indicateurs, comment on peut dire, très objectifs, pour nous montrer que les plaisanciers, ce ne sont pas que les vilains qui comprennent rien. Donc si vous voulez, là aussi, de grâce, ne faites pas de torsion de la réalité pour justifier votre activité. Ça aussi, ça nous énerve parce que les plaisanciers, on les voit tous les jours et on a bien compris en 20 ans qu'ils ont bien évolué. Donc ça aussi, c'est plutôt étonnant. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose qui est un peu moins glamour, l'équilibre financier des SMEL. Alors l'équilibre financier des SMEL, on se pose beaucoup de questions et avant de faire ce rapport d'étonnement, bien sûr sur la journée qui est passée, j'ai quand même consulté l'ensemble de mes adhérents, qui sont, je le rappelle, quand même 147 ports, donc la plus grosse région de plaisance de France et d'Europe. Et ils m'ont dit la chose suivante. Nous, sur les SMEL, on a un problème. C'est qu'au bout de quelques années, alors pas sur l'installation, sur donc l'exploitation, au bout de quelques années, on arrive plus ou moins à être à l'équilibre, notamment sur des SMEL pour des bateaux de taille moyenne.
Et il se trouve que quand on est à l'équilibre, parfois, au niveau de la redevance, on nous la triple, on nous la quadruple, on nous fait x10 sur la redevance, et hop, juste quand on arrive à l'équilibre, on n'y est plus. Donc là aussi, une vraie problématique, je pense, à remonter aux services financiers de l'État qui, eux, agissent là-dessus sans se préoccuper de ce qu'il en est. Alors, la réponse qu'on nous fait quand on dit ça, c'est vous avez qu'à augmenter le prix pour les plaisanciers. Mais là aussi, ne soyons pas dans la schizophrénie. On veut que les plaisanciers s'ancrent en dehors des zones de posidonie. On veut que les plaisanciers s'ancrent dans les semelles. En même temps, on ne peut pas leur dire, chaque fois que tu vas t'ancrer dans une semelle, ça va te coûter extrêmement cher. Ils ne sont pas non plus des vaches à lait. Donc il y a un moment, arrivons à voir avec les services financiers de l'État ce qu'il en est au niveau de l'équilibre financier du SNEL. Donc voilà un petit peu ce qui était mon étonnement plus ou moins négatif, on va dire. Maintenant, sur le positif. Moi, les gestionnaires de port, ils pensent, et à juste titre, parce qu'on l'a bien vu, notamment dans les interventions de cet après-midi, qui peuvent être les gestionnaires, entre guillemets, naturels des zones de mouillage. On le voit bien dans l'ensemble des projets qui nous sont proposés, et ce matin sur des projets en cours, et cet après-midi sur des projets qui fonctionnent. Donc, ce serait logique que les gestionnaires de port soient au moins consultés. Après, pour les endroits où il y a un port, évidemment. Voilà. Donc là... je reviens aussi sur Ecogest. Vraiment, on a des résultats super, on a des indicateurs super. Et moi, je tiens à vraiment saluer cette mise en relation de plusieurs associations et ce raisonnable qu'il y a là-dedans. Trop de sensibilisation tue la sensibilisation. Vous allez me dire, c'est facile, néanmoins, c'est tellement vrai. Donc, il faut vraiment être raisonnable dans ce qu'on fait et bien le faire. Et là aussi, l'étude sur l'OFB, notamment sur la partie comportementale, qui a été une de mes demandes, parce que je verse pas que dans l'environnement, je verse aussi un petit peu dans la psychologie comportementale, qui, pour être curieux, m'aide aussi pas mal dans le boulot. J'avais vraiment demandé à l'OFB, et là je dois dire merci à l'OFB et à Frédéric Villers. Oui, quand un plaisancier est ancré dans la posidonie, il faudrait aller lui demander, mais pourquoi tu es ancré là ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Voilà. Et ils l'ont fait. Donc maintenant, on va voir quels vont être les résultats. Ensuite, moi, dans ce qui m'a paru aussi extrêmement positif, ça a été le génie humain. Le génie humain, parce que pour protéger la posidonie, on a eu des démonstrations et des slides. Waouh, quoi. Voilà, là par contre, autant parfois sur les entreprises, je peux vous dire, bon écoutez, avec vos détails, vous nous bassinez un petit peu, on ne comprend rien. Là par contre, waouh, le génie humain pour protéger la posidonie. Bravo, qu'est-ce que vous avez fait comme progrès ? Enfin, moi je le vois, ça fait bientôt 20 ans que je gère l'UPACA, c'est extraordinaire. Donc bravo le génie humain. Et ensuite, ce qui est appréciable, c'est d'avoir le témoignage de gens qui exploitent des semelles. On a eu Michel Malaroni à Bonifacio, on a eu Marc Ernouts à Aguet. Donc ces gens sont dans le concret et ils ont des vrais messages de terrain à nous faire passer. Et on voit que finalement, à l'exploitation, parfois ça reste un peu complexe, mais on arrive à être finalement dans le plaisir et dans l'émotion positive, pour rejoindre ce que disait François Garde, par rapport à nos plaisanciers, par rapport aux semelles. Si on arrive à générer toujours du plaisir et de l'émotion positive chez les plaisanciers, là on aura gagné. Et là on fera passer tous les messages de sensibilisation qu'on souhaite. Voilà. Ensuite, pour terminer mon propos, comme vous l'avez compris avec l'étude sur le comportementalisme, et comme on l'a compris au cours de cette journée et des précédentes rencontres, et merci à la DIRM encore une fois de les avoir organisées, je pense qu'une campagne nationale, dans les télés nationales, sur les réseaux sociaux, sur les bienfaits de la posidonie, parce que la posidonie, elle n'est pas là que pour les bienfaits du plaisancier ou des seuls bénéficiaires de la mer, quel qu'il soit. Elle est là pour les bienfaits de l'ensemble des personnes qui sont en France, qui sont sur Terre, qui sont autour de la Méditerranée. On s'aperçoit qu'elle produit 10 fois plus d'oxygène qu'une forêt. Moi, je pense que c'est un message qui mériterait une campagne estampillée ministère de la Transition écologique,
aussi souvent que le masque pour le Covid à son époque. Hein. Franchement, ce serait, à mon sens, quelque chose de très très chouette à entendre. Merci. Voilà, donc je pense que, en fait, tous les Français, en tout cas à notre niveau, sont intéressés et doivent être intéressés par ça. Là, on leur parle de problèmes environnementaux qui sont certes très très importants, mais on peut leur parler aussi, leur dire mais quand vous serez au bord de la mer, faites attention. Et puis là, on aurait une double cible. Tous ceux qui vont sur les plages et qui râlent après les banquettes de Posidonie. Si on avait des campagnes d'information sur les réseaux sociaux avec les influenceurs qui vont bien, je les connais pas très bien, je suis pas super branchée, j'ai plus 25 ans, voilà. Mais et si on avait une campagne à la télé, mais une campagne gouvernementale, moi je pense que là, on est sur l'oxygène de notre vie d'humain. Donc allons-y. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'apprécierais un séminaire, certes méditerranéen, mais un séminaire méditerranéen des pays qui nous entourent et un séminaire autour de l'Europe. Et je vois Marion qui me fait signe, et peut-être qu'on a eu une idée qui est commune. Et moi j'aimerais un séminaire européen sur la Posidonie pour sensibiliser tout le monde et prendre les bonnes idées de nos voisins. Voici ce que j'avais à vous dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors Christophe, j'ai pas fini. Que reste-t-il? J'ai pas fini, je suis toujours en train d'écrire mes notes. Ah ben oui. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir confié cette mission pas facile. Un rapport d'étonnement en 4 ou 5 minutes, c'est pas simple, surtout que d'habitude, quand j'ai le micro, je le lâche pas. Ah. Moi non plus. Toi non plus? Bon, ok. Tout d'abord, tiens, pour rebondir sur ce que tu as dit en matière de communication publique dans une vie passée avant le yachting. Je représentais différents intérêts pendant 20 ans dans les négociations de l'ONU sur la Convention sur les changements climatiques. Et tous les ans, on voyait dans différents pays de la communication publique. J'ai bien peur que ce type de choses, finalement, les gens tendent à l'entendre quand ça les affecte personnellement. Donc c'est vraiment pas simple de faire passer des messages, mais on va y revenir. J'ai passé ma journée à réécrire mes notes. D'ailleurs, c'est toujours pas terminé. C'est complètement le bazar, mais je vais essayer d'y mettre un peu de sens. Alors tout d'abord, le PYA que je représente ici, c'est l'association des membres d'équipage des yachts de plus de 24 mètres, principalement des 40 mètres et plus, les grosses unités. Et beaucoup de belles choses ont été dites aujourd'hui. Je vais essayer de placer les informations glanées dans le contexte un peu général. Alors tout d'abord, les mots sont importants. J'ai beaucoup aimé la remarque de François Garde remplaçant le mot usager par le mot marin. Ces deux mots sont lourdement chargés de sens. L'un de nous ici a parlé de marin et inventeur, ça j'adore. D'ailleurs, je vais pomper l'idée. Et c'est très vrai, les vrais marins, ou dans le cadre du PYA, les équipages professionnels, ils sont tous très conscients de la nécessité de protéger non seulement la Posidonie, mais la mer en général. Et le marin, je pense qu'il est important de l'écouter. Souvent, il est amené à gérer l'imprévu et il est amené à trouver des solutions à des problèmes. Par contre, comme il a été aussi remarqué, il y a de nouveaux plaisanciers qui louent des bateaux. Et depuis quelque temps, je suis bénévole à la station SNSM de Cannes et je vois des comportements. Là, j'arrive pas trop à trouver les mots. Ensuite, comme l'a dit monsieur le préfet, le but est de protéger l'herbier, mais aussi de gérer l'hyperfréquentation et peut-être de mieux répartir cette fréquentation. Alors en gros, ça veut dire, je pense, que nous ne parlons pas que d'environnement, mais nous sommes ici dans une démarche de développement durable et comme nous le savons tous, le développement durable est un équilibre savant entre les différents intérêts économiques, environnementaux et sociétals. Ce qui concerne du point de vue économique, de la part des gros yachts, la saison qui se termine là à l'instant, a été extraordinaire, elle a été très florissante, avec de nombreux charters et donc des flux financiers dans l'économie locale très, très importants, je pense. C'est important de le noter. Et enfin, on nous a présenté, j'arrête pas de dire enfin, mais c'est pas terminé, on nous a présenté aujourd'hui bon nombre de développements technologiques innovants, dont le but est effectivement d'offrir des alternatives au mouillage afin de protéger la Posidonie. Et pour rebondir sur une des remarques de François Garde, c'est vrai qu'il y a des pays où la philosophie réglementaire, je commence à savonner, c'est tout est
ça y est, je savonne, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. En France, c'est plutôt l'inverse. Et parlons du temps, la montre. Comme l'a dit Michel Malaroni et comme l'avait dit Madame Girardin, la ministre de la Mer, le temps n'est pas le même pour tous. L'administration tend à prendre du temps. Les projets industriels, eux, n'ont pas de temps à perdre. La semelle de Ramatuelle a nécessité 10 ans d'études. C'est pour ça que lorsqu'il y a 18 mois, j'ai été convié à une réunion où il y avait tous les acronymes gouvernementaux, les professionnels du yachting dans le but de développer des solutions de mouillage. Je me suis dit, c'est pas demain la veille. Eh bien, j'ai été très content de me tromper dans ce cas-là. Comme nous l'a montré Pierre Descamps, les premières bouées ont été installées plus rapidement que nous le pensions, en tout cas plus rapidement que je le pensais. Bravo à la DIRM, bravo à la préfecture maritime et au service de l'État en général pour avoir bossé si bien et si rapidement. L'industrie, notamment le Riviera Yachting Network, CPY, le GP, ont été aussi très dynamiques et ont travaillé en étroite collaboration avec nos amis des administrations. Tiens, un petit mot sur la communication. Comme on le dit dans le milieu de la communication, le savoir-faire c'est bien, mais le faire savoir c'est quand même mieux. Et Catherine Piant du WWF nous a rappelé non seulement l'importance de communiquer, mais de bien communiquer, avoir une communication qui accompagne et non pas une communication qui interdit, une communication positive. Alors les premières bouées, ce n'est que le début, du moins nous l'espérons, je l'espère. Et nous avons appris que la DIRM lancera un nouveau fonds ou des appels d'offres en novembre. Bravo. Bravo, car l'industrie du yachting est très demandeuse de nouvelles solutions de mouillage sur la côte méditerranéenne française. Française. Pourquoi française? Alors je souhaiterais vraiment insister sur un point qui n'est peut-être pas suffisamment connu de tous. Pourquoi sont-ils présents sur nos côtes méditerranéennes françaises, ces gros yachts? Ah bah oui, la côte est belle, la Méditerranée elle est très belle, nos villages sont beaux, leurs enfants sont à l'école en France, ça aide, mais c'est pas tout. Tous les ans, les yachts partent au chantier naval pour de la maintenance, pour des mises à jour. Lorsqu'ils sont au port ou même en mer, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a tout un tas de corps de métier hors équipage qui interviennent sur ces bateaux. Et ce que me disent mes capitaines de yacht est qu'il y a sur nos côtes méditerranéennes françaises un véritable savoir-faire des entreprises, des produits et des services en matière de refit et de maintenance qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Toutes ces entreprises sont notamment réunies au sein du Riviera Yachting Network. Et un yacht de plus de 30 ou 40 mètres, lorsqu'il bouge, ils peuvent partir loin. Mais il y en a qui ne bougent jamais du port. Hein. Et nos pays voisins développent des offres très attractives. Et c'est vrai qu'il eût été intéressant d'avoir l'avis de l'Espagne, de l'Italie, sur la façon dont ils gèrent tous ces problèmes n'est pas nécessairement le mot. Et effectivement, un yacht qui part a du mal à revenir. C'est pour voir si vous suiviez. Et pour finir, car je termine, le point positif de cette journée, comme nous l'avons vu, c'est vous tous, là, les inventeurs qui apportaient des solutions technologiques, les entreprises sont performantes, préservons l'environnement et le tissu industriel, les deux ne sont pas incompatibles, les autorités sont à l'écoute, les utilisateurs, les marins sont demandeurs, vous avez montré à quel point vous êtes dynamique, et foncez. Merci. Merci beaucoup.